Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Contrats territoriaux. Nous sommes pour le moment à peu près 80 connectés. Voilà, nous attendions que le plus grand nombre puisse se connecter, mais on va démarrer de suite. Hop, alors, on va essayer de passer les diapos. Donc, vous vous rappelez que ce webinaire s'intègre dans une session de 6 webinaires qui ont démarré début septembre. Dont le premier était effectivement sur la stratégie territoire. Nous sommes aujourd'hui le mardi 15 novembre et l'objet de cet échange, c'est muscler sa stratégie territoriale de lutte contre les pollutions agricoles. Et donc vous aurez deux sessions prochaines qui se déroulent le 1er décembre et le 13 décembre sur la stratégie foncière et sur la gestion économe équilibrée des prélèvements en eau. Ces webinaires sont un préalable à des futures rencontres qui pourront se dérouler sur le terrain courant 2022. Donc, sur cette session, sur les pollutions agricoles, on a un programme en 3 temps. Le premier concerne le rappel de la stratégie Loire-Bretagne sur la lutte contre les pollutions agricoles et un focus sur muscler la stratégie sur ces territoires. Voilà, un focus sur les indicateurs. Quand on micro, petit incident, mais et hop, voilà, pardon. Et donc un petit focus sur des questions sur les indicateurs, les choix importants pour essayer de monter en ambition sur sa stratégie de territoire. Donc je serai l'intervenant principal. Ma collègue Marie Dorso a une autre réunion et pourra peut-être nous rejoindre dans la matinée. Et le second temps principal de la matinée sera euh, la parole laissée à Claire Vigneault pour présenter un retour d'expérience sur le territoire du Cébron dans les Deux-Sèvres. Et puis à 11h30, nous aborderons des questions-réponses. Donc, oui, je vais essayer de parler plus fort. Tu as raison, Jonathan. Donc, le second temps sera les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, au fur et à mesure des présentations, de formuler vos réponses, vos questions sur l'outil questions-réponses qui fonctionne, hein, du coup, pour lequel vous ne verrez pas en direct les questions posées, mais vous aurez les réponses des questions traitées au fur et à mesure. Et puis, vous aurez aussi les questions qui apparaîtront en fin de session quand on y aura répondu à l'oral. Donc, vous pourrez voilà, formuler vos questions sur la première partie et puis aussi pour interpeller Claire Vigneault sur sa présentation. Alors, il y a un petit sondage pour essayer de se connaître. Donc, je laisse mes collègues le démarrer. Donc, pour identifier votre type de structure, votre région d'origine, et puis pour identifier vos domaines d'activité. C'est bon. Donc, vous êtes actuellement, effectivement, votre présence correspond à notre cible, hein, avec principalement des représentants de collectivités qui animaient des contrats territoriaux, hein, ce matin. Voilà, une répartition en tout cas une représentation des différentes régions du bassin, et puis un intérêt pour les sujets agricoles, mais aussi milieu aquatique et multithématique. On a bien effectivement euh, euh, un travail à faire ensemble sur les pollutions agricoles pour contribuer à l'amélioration de la qualité des milieux aquatiques. Donc, ça colle à la cible de ce webinaire. Je vais reprendre tout de suite des éléments de contexte, des choses que vous connaissez déjà, mais rappeler la stratégie, rappeler nos modalités sur ce sujet de la lutte contre les pollutions agricoles. Avec quelques éléments de contexte, c'est des choses que vous savez, mais le programme d'intervention de l'agence, et notamment son 11e programme d'intervention révisé, euh, a pour objectif de contribuer aux objectifs d'usage, avec un objectif d'atteindre du bon état des eaux et un constat qui est qu'actuellement, seulement 24% des eaux de surface sont en bon état par rapport à un objectif
à 2027 à 62%. Et si on regarde en particulier les paramètres liés aux pollutions agricoles qui déclassent, on a effectivement un déclassement assez important des masses d'eau de cours d'eau liées aux pollutions de pesticides. Le constat principal, c'est qu'on retrouve une problématique pesticides là où on les utilise les plus massivement, dans les régions de grandes cultures, mais aussi dans les régions de production de cultures spécialisées, comme la pointe du Finistère qu'on peut voir. Donc, ce sont effectivement les territoires prioritaires pour intervenir sur la question des pesticides. On a aussi le même constat sur la partie nitrate. Alors, la carte de droite, c'est la carte de déclassement des eaux souterraines avec le seuil des 50 mg par litre. Donc, effectivement, déclassement sur les grandes nappes des territoires de grandes cultures. C'est assez similaire à la présence des pesticides. Et si on regarde avec des seuils un peu plus drastiques, au-delà des 50 mg par litre, les mêmes seuils que la directive nitrate, qui sont les 18 mg par litre en tenant compte du risque de trophisation, on arrive à la carte directive nitrate qui, effectivement, classe avec une priorité d'action nitrate une grande partie centre et ouest du bassin où, effectivement, il faut agir de manière volet, pollution diffuse liée aux pesticides et pollution diffuse liée aux nitrates. Rappeler qu'effectivement, les interventions de l'agence sont du coup ciblées sur les territoires les plus prioritaires, dans le cadre des contrats territoriaux, donc avec une priorité donnée aux territoires dégradés au risque de non-atteinte du bon état, ce qui correspond notamment aux cartes précédentes, aux aires d'alimentation de captage, et aussi une priorité donnée aux belgues vertes par rapport à la problématique spécifique bretonne. Donc, comme je le disais, les interventions qui sont ciblées sur les contrats territoriaux, en tout cas des actions qui sont mises en œuvre dans le cadre de ces contrats. Donc, on compte un peu plus de 150 contrats avec un volet agricole en cours, voilà, sans compter les renouvellements, mais pour dire qu'il voilà, y a quand même un grand nombre de territoires qui travaillent sur ce sujet. Donc des programmes d'action pluriannuels, je ne reviendrai pas sur le fonctionnement des stratégies feuilles de route sur 2 fois 3 ans, c'est des choses que vous connaissez et qui a déjà été traité, avec des actions à l'échelle d'un bassin versant et qui est effectivement une stratégie du territoire avec une contractualisation entre l'agence et la structure locale pour le financement des actions. Un rappel sur le programme d'intervention. Alors, vous dire que à la révision du 11e programme, le volet pollution diffuse a eu très peu été révisé, il a été maintenu, considérant que le 11e programme en 2009 revoyait quand même pas mal les cartes et le niveau d'ambition par rapport au 10e programme. Effectivement, il a été convenu de maintenir les principes d'intervention du début du 11e pour une continuité sur la durée des 6 ans. Et vous rappelez que sur du coup, les 6 ans du programme, il y a un budget annuel d'environ 44 millions d'euros sur les pollutions diffuses agricoles, ce qui représente 265 sur les 6 ans, et ce qui représente à peu près 15% des interventions de l'agence pour ces actions d'origine agricole, sur les pollutions d'origine agricole. Vous rappelez, je pense que c'est des choses qu'on a pas mal martelées depuis le 11e programme, et que les actions de l'agence sont dirigées vers les changements de pratiques et de systèmes efficaces et durables dans le temps, avec un objectif double, à la fois de jouer sur la réduction des usages des intrants et aussi de réduire les transferts des pollutions agricoles, notamment par la mise en œuvre des leviers agronomiques et leur combinaison sur le territoire. Vous avez dans le nuage là de mots en vert les systèmes qui sont mis en avant, qui contribuent à ces objectifs-là, et en marron les pratiques, mais effectivement la somme des pratiques constitue en quelque sorte les systèmes, mais effectivement c'est bien ces leviers d'action qui sont à développer sur vos territoires pour travailler sur cette problématique des pollutions agricoles.
Concernant les aides, donc, bah, effectivement, j'ai traduit les objectifs, les types d'actions qu'on veut mettre en œuvre. Derrière, il y a le dispositif, les modalités d'aide, avec des financements de l'agence qui sont maintenus sur des aides directes aux agriculteurs et des aides indirectes. Concernant les aides directes, nous avons les aides euh, surfaciques liées à la contractualisation de parcelles d'exploitation. Euh, alors, apparaissent les taux qui sont les nouveaux taux du futur PSN, et qui, en tout cas pour ces mesures surfaciques, sont maintenus entre l'ancienne programmation PDR et la nouvelle PSN. On pourra en parler un petit peu, sachant que le taux qui s'affiche là dans ces mesures dans le cadre des PSN, c'est le taux d'intervention de l'agence qui correspond à la moitié du taux global que bénéficient les agriculteurs. Donc, l'agence continue son maintien, en tout cas continue son aide à la conversion à l'agriculture biologique, aux investissements, aux mesures agro-environnementales et climatiques, et un dispositif qui a été en test, un dispositif innovation à titre expérimental qui sont les paiements pour services environnementaux. Alors un petit focus pour rappeler que les aides à la conversion à l'agriculture biologique sont financées de deux manières par l'agence, soit dans le cadre des enveloppes agences, soit dans le cadre des enveloppes Ecofito, surtout des dans les MAEC, effectivement, dès 2023 vont se mettre en place l'agence nationaux sur la rédaction des cahiers des charges, mais a aussi fait des choix par son conseil d'administration sur. Et donc, effectivement, il y a bien des mesures ouvertes sur le bassin Nord-Bretagne, mais ensuite des choix qui seront faits au niveau des instances régionales, et qui seront retenus en CRAEC, doivent être en cohérence avec les enjeux du contrat de réalité aussi pour. L'agence ouvre une contractualisation limitée sur une durée de 3 ans et donc donne la priorité notamment aux MAECO. Alors, je vais passer très rapidement, c'est des choses que vous pourrez retrouver et qu'on pourra aussi vous adresser, mais qui sont financées par l'agence. C'est notamment l'intégralité des MAECO. Alors là, alors ce sont des mesures système à l'ensemble de l'exploitation. Alors, la quasi-totalité, il y a des exceptions sur des pourcentages, mais c'est bien des mesures ouvertes à l'ensemble de l'exploitation qui cumulent ou en tout cas qui combinent des indicateurs ou des mesures qui sont en amont cadrées. Dans la précédente programmation, il est effectivement possible au niveau des régions et des PAEC, de combiner un certain nombre de mesures. Ceci a engendré des difficultés de gestion au niveau des DT notamment, et donc dans la nouvelle programmation, il a été fait le choix de restreindre un nombre de mesures le plus limité possible, il y en a une trente ou quarantaine, pour effectivement prévoir des combinaisons et éviter des dérives en termes de nombre de mesures à suivre. Donc les MEC que vous avez sous les yeux, vous voyez, combinent des choses plus avec différents niveaux qui caractérisent d'ailleurs un niveau d'ambition différent. Il y a une combinaison des leviers couverture des sols, des leviers phytosanitaires, soit herbicides, soit pesticides, et intègre aussi des mesures sur la gestion quantitative avec des engagements sur la réduction des volumes irrigués à l'échelle de l'exploitation. On a des rémunérations qui varient en fonction du niveau d'ambition, d'une centaine d'euros à l'hectare jusqu'à 350 euros en grande culture, avec des seuils qui peuvent monter jusqu'à 450 euros pour des productions légumières et quasiment 800 euros sur des productions de cultures pérennes. Voilà, c'est des choses, c'est des catalogues de mesures qui sont aussi disponibles et aussi annexés au PSN que vous pourrez facilement retrouver. Alors, c'est la suite des mesures
haut, en tout cas, qui là, vous voyez, cumule gestion quantitative et d'autres enjeux, couverture du sol herbicide, c'est ce que je traduisais, mais là, vous avez la totalité du dispositif. Alors, on retrouve aussi d'autres mesures financées par l'agence qui ne sont pas caractérisées au système. Ce sont des mesures sol sur des systèmes, en tout cas sur des engagements à la réduction du travail du sol et à la couverture des sols, qui correspondent notamment aux pratiques d'agriculture de conservation des sols qui sont aussi promues par l'agence. On a des mesures bien-être animal qui correspondent à des enjeux aussi de gestion extensive des surfaces en herbe. Et puis, nous avons aussi des mesures plus biodiversité, mais qui relèvent, celles financées par l'agence, de la préservation-restauration des milieux humides et la création des prairies. Donc là, vous avez l'inventaire exhaustif des mesures du catalogue PSN qui seront financées par l'agence. Derrière, il pourra aussi être fait des choix régionaux sur des priorités en fonction des enjeux de chaque région. Donc, nous pourrons prendre vos questions sur ce sujet. Vous parlez très succinctement aussi du dispositif paiement pour services environnementaux, alors qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un dispositif expérimental qui s'appuie sur un cadre notifié par l'État, effectivement, qui rencontre quelques difficultés de mise en œuvre, mais qui concerne malgré tout 31 territoires qui sont engagés dans ce dispositif, qui devrait consommer un peu plus de 34 millions d'euros et qui devrait engager à peu près 900 agriculteurs sur le bassin Nord-Bretagne. Vous avez une représentation des territoires et des agriculteurs là, sur la cartographie. On voit en vert des territoires qui ont été engagés en 2002 avec une ouverture spécifique qui s'est faite pour les bassins, notamment à Gueulard. Voilà. Ces paiements au service pour services environnementaux, elles étaient assez libres de conception et elles touchent un certain nombre d'enjeux, la qualité de l'eau, la biodiversité, la limitation de l'érosion, des transferts, la préservation des zones humides. Et pour vous montrer aussi la diversité des indicateurs, je vous ai fait apparaître quelques indicateurs en lien avec l'usage herbicide, parce que certains, effectivement, PSE visent la réduction spécifique de ces usages. Et donc, on peut avoir des objectifs et des rémunérations basés sur des réductions de pourcentage de SAU non traités, sur des IFT herbicides, sur des évolutions de surface voilà, en désherbage mécanique. Chaque territoire a proposé effectivement ces indicateurs. Et donc, on est bien dans ce dispositif PSE en théorie sur des indicateurs de résultats et non de moyens comme le sont les MAEC. C'est ce qui en faisait la principale différence. Donc, alors, il y a effectivement des difficultés de mise en œuvre qui interrogent quand même sur la poursuite de ce type de dispositif, notamment des difficultés liées à la cohérence, ou en tout cas la conformité au cadre des nouvelles BCAE. Alors, dans les aides directes aux agriculteurs, il y a aussi des aides aux investissements. Donc, l'aide à l'investissement, les mesures agro-environnementales qui portaient le nom de PVE, hein, toujours sur certaines régions. Alors, entre la précédente programmation et la dernière, et la nouvelle, pardon, les taux d'intervention peuvent changer avec potentiellement des taux max plus importants sur les matériels non productifs, ce qui fait qu'on a des taux de l'agence de 32,5 correspondant à un taux max dans les régions de 65%. Beaucoup de régions n'ont pas fait le choix d'aller jusqu'à ce niveau-là, mais on peut du coup avoir une plus grande échelle de taux en fonction des régions. Et donc, on retrouve dans ces investissements-là l'ensemble des matériels liés aux différents leviers agronomiques que l'agence accompagne, et avec un focus, une priorité qui est aussi donnée avec un enjeu fort sur les herbicides à tout le matériel de désherbage alternatif, mais aussi tout ce qui est aménagement paysager, notamment l'implantation de haies, des zones tampons, pour travailler sur le volet
le volet transfert. Donc, vous le savez certainement, mais tous les ans, l'Agence de l'eau met à disposition des régions, des DDT, une liste des investissements agro-environnementaux éligibles, alors qui a évolué peu, hein, mais qui peut être amendé en fonction des retours de terrain pour compléter en fonction des besoins d'agriculteurs sur les différents enjeux qu'il y a. Et puis, la mise en œuvre du coup, des dispositifs productifs et non productifs dans le cadre du nouveau PSN, elle varie aussi en fonction des régions. Donc, on a un cadre bassin, mais avec une déclinaison régionale. Et là, vous avez les choix des régions en termes d'ouverture au nom de la mesure, des mesures, et en termes de choix de cofinancement au nom de l'agence. Donc, il y a des régions, effectivement, qui font le choix de travailler avec l'agence sur tous les cofinancements, d'autres qui n'ont conservé, comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, les financements de l'agence uniquement sur du non productif. Si vous avez des questions sur ce tableau-là, on pourrait y revenir sur la partie questions-réponses. Donc, en plus des aides directes aux agriculteurs, les mesures surfaciques, les investissements, on a les aides qu'on appelle indirectes, qui sont les aides aux structures porteuses des contrats territoriaux pour les actions d'animation, de diagnostic. On a plutôt une stabilité en termes et un maintien des dispositifs d'aide sur les diagnostics de territoire, les études, la coordination des actions, l'accompagnement individuel des agriculteurs avec des diagnostics toujours financés à 70%, et puis les différentes actions qui existent. Les actions foncières qui développent, qu'on essaie de développer de plus en plus, et puis des actions filières, que ce soit en termes d'études ou de mise en œuvre de travaux, mais qui effectivement ont du mal à émerger, sur lesquels on finance des études, mais qui ont du mal à se concrétiser souvent en termes de structuration et de mais c'est toujours des modalités qui existent. Sans oublier des choses que vous connaissez, mais effectivement, sur la partie coordination des actions, une majoration possible en termes de taux sur des régions qui ont signé des conventions avec les agences permettant de monter à 60%. Alors, un petit focus, en tout cas, une petite information qui est assez importante aussi pour vous, porteurs de contrats, c'est que le conseil d'administration a fait le choix de revaloriser les coûts plafonds lors du dernier conseil du 8 novembre 2022. Alors, au mois de juin dernier, il avait été fait le choix de réévaluer les coûts plafonds des travaux. Et donc, au mois de novembre, a été proposé de réévaluer les coûts plafonds des dépenses, notamment d'animation. Et donc, les coûts salariaux, le plafond passe de 70 000 à 112 500 euros par ETP. Ce n'est pas ce qui est le plus impactant, mais ça suit l'augmentation de l'indice de points de la fonction publique. Le forfait des frais de fonctionnement, lui, a été réévalué à un peu plus de 15%, tenant compte de l'inflation actuelle, passant de 10 000 à 12 000 euros. Et les couches de journée plafonnées qui sont utilisées dans de nombreuses modalités ont été proposées, un mix de ces deux augmentations d'indice à 450 euros jour au lieu des 420 jusqu'à présent. Donc, c'est une mise en œuvre qui se fait dès 2023. Donc, pour vos dépenses, en tout cas pour vos dossiers qui ont été déposés à la fin d'année, ce sont les coûts plafonds qui seront utilisés. Donc, il y a plusieurs questions en cours sur la mise en œuvre de ces coûts plafonds. C'est des choses qui sont en réflexion, notamment chez nous, pour vous faire un retour précis sur les modalités de mise en œuvre. Un petit rappel aussi qu'il y a des 8 millions d'euros éco-phyto qui transitent par les aides de l'agence, à la fois toujours au travers d'aides directes aux agriculteurs et au travers d'aides à l'animation, notamment dans le cas des groupes 30 000. Donc, ce sont des aides qui font l'objet d'échanges au niveau des comités régionaux, des CREC, pour valider les priorités d'attribution de ces enveloppes. Et puis, pour terminer sur les questions de stratégie, un focus sur une question qui est assez d'actualité, qui sont sur les
aides pour protéger la ressource en eau potable, notamment sur les alimentations de captage. Alors effectivement, pour vous dire qu'il y a une priorité d'action dans les contrats sur ces aires d'alimentation de captage. Actuellement, on est à 176 AAC couvertes par un contrat territorial sur les 212 prioritaires du bassin défini par le SDAGE. On a une relative couverture, on essaye d'avancer avec vous sur les AAC non couvertes. On a aussi l'outil PPC dans le cadre de la mise en œuvre des DUP qui peut être mobilisé, alors qui ne concerne pas que les actions agricoles, mais dans lequel sont financées des études, des travaux, de l'acquisition foncière et aussi des modalités liées à des servitudes, à indemnisation de servitudes. Donc ça, c'est des choses qui se font dans des modalités plus AEP, mais qui permettent aussi de contribuer à cet objectif de protection de la ressource en eau. Et puis, vous dire que il y a une nécessité effectivement d'articuler ces aides avec les dispositifs réglementaires et que, à l'échelle des aires d'alimentation de captage, peuvent être aussi mobilisés le dispositif ZSCE. Alors, très peu jusqu'à présent, mais c'est un outil disponible dans l'idée de mettre des actions et des programmes d'action plus ambitieux avec un encadrement réglementaire. Voilà. Et puis, on a effectivement des réflexions en cours pour intégrer des mesures visant des pollutions diffuses dans la révision de la DUP. C'est des choses à travailler qui se font notamment dans le cadre de la transposition de la directive eau potable de 2020, donc voilà, où les éléments seront intégrés par l'agence dans ces modalités. Mais effectivement, l'agence travaille sur une stratégie interne à mettre en œuvre sur le bassin, sur ces captages. Pour le moment, on s'inspire des stratégies régionales qui sont mises en œuvre, auxquelles l'agence contribue. Et voilà, il y a encore des réflexions sur ce sujet, notamment pour la mise en œuvre du 12e programme qui interviendra à partir de 2025. Voilà, j'ai fait le tour de la stratégie agence et des modalités sur les pollutions diffuses, et vous pourrez retrouver l'intégralité des informations dans le 11e programme révisé en lien sur le site de l'agence. Je vous propose de faire un focus sur un point qui nous semble primordial dans la mise en œuvre des contrats territoriaux, c'est l'importance des indicateurs et des objectifs, en tout cas, définis dans les contrats territoriaux en lien avec les enjeux. Alors, c'est quelque chose qui paraît peut-être évident, mais dans beaucoup de stratégies de feuilles de route produites, voilà, on sent qu'on peut aller un peu plus loin sur ce sujet. Donc, un rappel sur une diapositive pour dire qu'effectivement, les programmes d'action des territoires que l'on veut ambitieux doivent être travaillés avec les élus à l'échelle des bassins versants et des différentes structures locales. Il y a effectivement une nécessité de travailler avec la gouvernance pour mettre en place des programmes ambitieux, avec une nécessité de sélectionner des actions, voire des zonages prioritaires en fonction des enjeux identifiés dans le diagnostic de territoire. Se rappeler et constater qu'effectivement, le niveau de dégradation de l'état des masses d'eau qui est effectivement caractérisé par différents diagnostics, elle est tributaire de la relation entre les pressions et la vulnérabilité du milieu. Et donc, c'est bien le diagnostic de territoire qui doit identifier c'est la pression et la vulnérabilité du milieu, qui doit permettre d'identifier les paramètres qui sont à l'origine du déclassement, qui doit permettre aussi de caractériser les usages en lien avec les paramètres déclassants, c'est bien caractériser la pression, et qui doit permettre de proposer une mise en œuvre d'actions spécifiques de changement de pratique et de système. Dans le travail avec la gouvernance, il y a aussi un travail important à rechercher le multipartenariat pour bien intégrer l'ensemble des acteurs locaux dans ces démarches-là. C'est à la fois les collectivités, les syndicats d'eau potable qui sont souvent les moteurs de ces contrats territoriaux, mais c'est aussi aller chercher toute structure coopérative, négoce, les OPA, les chambres d'agriculture, mais aussi les autres structures faisant du conseil, quand elles existent sur le territoire, les structures bio, les SIVAM, les différents groupements d'agriculteurs qui peuvent contribuer à mettre en place des actions.
Et puis, une fois qu'on a effectivement autour de la table tous les acteurs, c'est bien faire statuer les élus sur un plan d'action ambitieux avec des objectifs chiffrés. Et donc, c'est bien des objectifs qui doivent être validés dans la stratégie, la feuille de route de vos différentes démarches. Euh, sur, la, sur les indicateurs, rappelez que c'est effectivement indispensable d'en fixer pour fixer des objectifs, les suivre et les évaluer. Que la définition d'indicateurs répond aux besoins des acteurs d'orienter et d'évaluer les actions, un besoin de définir des repères autour d'objectifs. La définition d'indicateurs doit être issue de la concertation locale, que l'ensemble des indicateurs définissent un tableau de bord qui doit être suivi. Je réinsiste sur l'importance du diagnostic initial qui doit permettre d'identifier les informations disponibles, celles manquantes, et conduire à identifier les indicateurs pertinents à prendre en compte. Et puis, dans la lecture et le suivi des indicateurs, il doit être aussi porter attention sur l'interprétation des résultats qui peuvent être influencés par le climat, par les actions d'autres acteurs, par la PAC. Donc, il y a effectivement besoin d'une animation, d'un encadrement technique spécifique sur cette question des indicateurs et des objectifs pour pouvoir les utiliser, les valoriser au mieux. Alors, sur les indicateurs, il y a une terminologie dans la bibliographie assez large, avec des méthodologies aussi assez nombreuses. On parle d'indicateurs de moyens, d'indicateurs de résultats, d'indicateurs d'impact. C'est ce qui est caractérisé dans le petit schéma qui reprend un petit peu les démarches d'une évaluation. On a aussi des indicateurs, des méthodes, notamment le Corpen qui a mis en œuvre une méthode sur pression état-réponse qui caractérise les pressions, qui derrière définit des indicateurs d'état, notamment les paramètres qualité, et qui essaie de définir des indicateurs de réponse, les moyens humains, la mise en œuvre et l'avancement des différentes actions. Je ne suis pas là pour effectivement promouvoir une méthode ou une terminologie. L'idée est bien de partager ensemble l'intérêt des différents types d'indicateurs et de définir les plus appropriés par rapport à vos territoires. Parce qu'effectivement, chacun, on a une attente sur effectivement l'évolution de la qualité des eaux au terme des contrats, ou en tout cas sur la durée des contrats, mais on constate effectivement que les résultats qualité sont souvent à attendre à cause notamment des temps de réaction et notamment sous l'influence des conditions pédoclimatiques. Donc c'est aussi pour ça qu'on a tous, on doit partager la nécessité de définir des indicateurs de pratique d'aménagement de l'espace pour mettre en évidence l'évolution de ces différentes pressions. Donc, ce sont effectivement peut-être des indicateurs de changement de pratique permettant de montrer l'évolution de la baisse des usages des produits phytosanitaires, notamment par les suivis d'indicateurs type IFT ou des surfaces ou l'augmentation des surfaces en désherbage mécanique. Alors, il y a effectivement des indicateurs de pratique, mais qui peuvent être aussi à l'échelle du système, plus intégrateur comme un IFT global. Alors, j'ai issu dans un... Alors, c'est pas tout de suite, pardon, mais je continue effectivement pour ce suivi d'indicateur qui a un besoin d'acter un dispositif d'évaluation à l'échelle du contrat qui doit définir un état zéro, alors issu du diagnostic de territoire ou des premiers diagnostics d'exploitation réalisés, qui doit définir un rythme de suivi qui peut être variable en fonction des indicateurs, annuels, 3 ou 6 ans, et qui doit effectivement définir une méthodologie de suivi des indicateurs. Alors, ça peut effectivement être uniquement avec l'exploitation des bases nationales, type RGPD, RPG, pardon, BNVD, mais ça peut être aussi à partir d'enquêtes, à partir des données collectées chez les agriculteurs dans les suivis du diagnostic, mais aussi à titre, ou en tout cas dire d'experts, en confrontant les estimations des différentes structures techniques qui composent le contrat. Alors, j'ai issu des différentes stratégies feuilles de route que vous élaborez, des indicateurs classés par différentes entrées. Alors, il y a des indicateurs de moyens qu'on trouve qui sont des indicateurs de réalisation des actions.
nombre de diagnostics, nombre d'agriculteurs dans les réunions, nombre de réunions organisées. Il y a les indicateurs de suivi, alors d'effet d'état qui sont les normes qualité. Et puis on a aussi les indicateurs système sur des pourcentages sur un territoire, l'agriculture biologique, l'agriculture conservation des sols ou d'engagement dans des MAEC systémiques. J'ai issu aussi d'autres indicateurs, mais qui sont très variés et très diversifiés, mais qui doivent être choisis en fonction des enjeux territoires. Effectivement, l'idée, c'est bien de choisir l'indicateur pertinent. Alors, en fonction là, vous avez des différents leviers, différents indicateurs, donc c'est quelque chose qu'on pourra vous faire circuler pour effectivement vous ayez ces exemples-là en tête. Sachant qu'on a aussi bien des choses sur l'usage des phytos que sur les transferts. Avec l'aménagement des bassins versants, on peut avoir des linéaires d'arbres, de haies, des nombres de zones tampons, des pourcentages de bassins captés par ces zones tampons. Voilà, c'est assez diversifié. Des indicateurs des indicateurs de mise en œuvre sur le suivi de SAU notamment. Et puis après, sur des exemples un peu plus globaux avec toujours la SAU, mais des IFT, et puis les indicateurs système, où on retrouve des IFT principalement pour les phytosanitaires et des bilans globaux d'exploitation pour la partie nitrophosphore fertilisation. Voilà, quelque chose de très non exhaustif, mais pour illustrer la diversité des indicateurs qui peuvent être retenus et qui doivent être choisis en fonction des enjeux du territoire. Et donc, pour résumer cette intervention sur les indicateurs, c'est bien rappeler la nécessité et le besoin de caractériser les pressions polluantes que l'on cherche à réduire, d'identifier les pratiques à promouvoir et les indicateurs associés concourant à faire diminuer les pressions, proposer un catalogue d'actions efficientes à favoriser pour atteindre des objectifs, et puis acter ou en tout cas construire un dispositif d'évaluation, de suivi sur la durée du contrat. Donc c'est effectivement en théorie assez simple, le plus simple pour moi de vous l'expliquer. En pratique, c'est souvent compliqué, et c'est aussi pour ça qu'on a demandé à Claire Vrignot d'intervenir sur le retour d'expérience pour illustrer cette question de choix d'indicateurs, de suivi, d'intégration du bilan au travers de son retour d'expérience sur le territoire du Cébron. Voilà, donc j'ai tenu longtemps la parole, mais je vais la laisser à Claire Vigneault, que j'invite à ouvrir sa caméra, son micro, également peut-être partager son écran si ça fonctionne. Bonjour à tous. Vous me direz si le son est suffisamment fort, si c'est bien audible. Pour le moment, c'est très clair, on entend très bien. Voilà, donc l'exercice qui m'a été confié, c'est d'illustrer, de donner un peu de retour de terrain par rapport à la présentation qu'a fait Thomas Villouin sur les stratégies des contrats territoriaux, la définition des objectifs et puis évidemment les indicateurs qu'on peut mettre en forme et travailler sur des pas de temps annuels ou à l'échelle des contrats. Effectivement, en théorie, ça paraît assez lisse, on peut l'expliquer. En pratique, ça l'est souvent moins. Dans le partage que je vais vous faire, c'est évidemment pas exhaustif et c'est un retour modeste de l'analyse que chacun d'entre vous peut faire sur son bassin par rapport à l'évaluation annuelle de l'ensemble des actions et des dépenses publiques qu'on fait. Donc, on va se situer d'abord géographiquement. Donc, on va zoomer sur la région Nouvelle-Aquitaine. Je vais vous présenter donc le bassin versant du Cébron, qui fait partie d'une aire d'alimentation de captage dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine, et les contrats territoriaux sont labellisés ressources dans la démarche régionale.
L'aire d'alimentation du captage du Cébron se trouve donc au centre du département des Deux-Sèvres. Vous voyez sur la carte là qu'on est les aires d'alimentation de captage en ex-région Poitou-Charentes couvrent de grands territoires avec des bassins versants sur les eaux superficielles qui sont vastes en hectares. Donc la ressource du Cébron, c'est donc un captage qui avait été classé Grenelle, qui est stratégique pour l'alimentation en eau potable du nord du département. Donc en année normale, puisqu'on subit cette année une sécheresse très sévère, on produit 6,7 millions de mètres cubes d'eau qui couvrent 60% des besoins des syndicats qui sont affichés sur la carte, là, avec les 3 couleurs, et qui représentent 140 000 habitants desservis. Cette ressource en eau, qui est donc superficielle, elle est caractérisée par les éléments suivants. Une concentration en nitrate qui est pardon, excusez-moi, j'ai cliqué trop vite. Une concentration en nitrate qui est plutôt faible, des concentrations élevées en matière organique dissoute, une retenue qui est eutrophisée chaque année avec des développements d'algues au printemps et en été, et puis des détections de pesticides sur des valeurs pas élevées, mais sur des détections récurrentes. L'histoire des programmes d'action sur ce bassin, elle est ancienne. Il y a eu un premier contrat territorial sur la période 2007-2011. À cette époque-là, on peut dire époque parce que ça commence à faire quelques années, on avait attaché beaucoup d'importance à l'évaluation des risques de pollution parcellaire. On travaillait beaucoup sur la limitation des pollutions accidentelles et puis la limitation des risques à l'échelle parcellaire en focalisant beaucoup sur les risques parcellaires avec des diagnostics qui étaient faits dans les exploitations pour évaluer les caractéristiques de chaque parcelle et les rendre lisibles sur leur niveau de risque. Le second contrat, qui a couvert la période 2014 à 2018, on a changé un peu d'échelon et on s'est attaché à finalement mieux comprendre le système global d'exploitation en sortant de la parcelle et en analysant globalement les assolements des exploitations, la couverture du sol et en basant une stratégie assez forte sur la couverture du sol par le maintien des surfaces herbagères des exploitations qui sont majoritairement en élevage dans ce bassin. On a eu un travail très approfondi sur les périmètres de protection en 2016 et tout à l'heure, je redonne un peu d'illustration par rapport à ce que disait Thomas. Il y a 2 niveaux d'intervention pour la protection des captages d'eau, l'échelon des contrats territoriaux avec des démarches volontaires et puis les dispositifs réglementaires des périmètres de protection et l'un accompagne l'autre et se nourrit de l'autre. Donc on conduit des actions sur les 2 niveaux et ça se complète. Et puis, 3e contrat démarré en 2020 sur une période de 2 fois 3 ans et là, on a, on va dire, travaillé encore la réflexion à l'échelle encore plus globale de l'action sur les filières agricoles territoriales, en se rappelant évidemment que, la qualité d'une eau à la prise d'eau, c'est effectivement l'ensemble de ce qui se passe sur le bassin versant qui est à prendre en compte et non pas uniquement que quelques parcelles ou que quelques exploitations. Donc on a élaboré une stratégie autour de cette dimension des filières agricoles et puis on associe très fortement aussi maintenant les liens entre les contrats territoriaux pollution diffuse et le contrat territorial milieu aquatique, pour mettre toutes les chances de notre côté pour préserver cette ressource en eau. On n'a pas écarté du tout la notion d'expérimentation et puis la mise en valeur des pratiques agricoles, mais on a une stratégie qui œuvre à l'idée de travailler vraiment l'action des filières agricoles globalement. Je vais pas, je donne pas d'illustration sur la partie assainissement non collectif, bien que ça fait partie de la stratégie du programme, mais
dans les 15 minutes, préféré me concentrer sur quelques illustrations d'indicateurs. Donc, on a signé évidemment notre contrat en 2020 avec de nombreux partenaires et la vie des contrats successifs nous emmène à élargir les signataires et les partenaires de ces contrats territoriaux en disant que plus on emmène de structures et de niveaux de responsabilité en reliant les collectivités, les organisations professionnelles, les syndicats, les associations, voilà, et l'ensemble des structures qui œuvrent autour des agriculteurs, plus on peut espérer, massifier notre discours et nos capacités à intervenir, sur l'ensemble du territoire. Bon, donc la stratégie, a été rappelée également dans le diapo précédent. Il faut construire et partager avec l'ensemble des structures qui sont au sein des comités de pilotage. Au bout du 3e programme, ce que j'ai retenu, c'est que l'enjeu partagé de la situation des ressources en eau, elle est réellement partagée par l'ensemble des membres du comité de pilotage. Il n'y a plus de structures ou de personnes qui peuvent trouver des arguments disant que la ressource n'est pas à protéger ou n'est pas complètement dégradée. Tout le monde valide la nécessité de veiller et d'agir sur la protection de la ressource en eau potable. Et sur notre territoire, tout le monde est convaincu de l'intérêt environnemental global du système prairies, haies, boisements, zones humides. Donc le constat, il est partagé. Cependant, il ne suffit pas de constater, après, il faut évidemment pouvoir agir. Les modalités d'action identifiées, c'est évidemment de continuer à analyser les leviers agronomiques et techniques qui sont favorables en continuant les expérimentations, en les partageant et en permettant aux agriculteurs de progressivement pouvoir intégrer ces leviers ou ces nouvelles orientations de systèmes agricoles à déployer. Mais en plus des leviers techniques, évidemment, si on n'a pas de levier économique et je vais dire aussi simplement quand on n'a pas ou peu d'euros, c'est pas si simple que ça de faire modifier des systèmes et surtout de les rendre pérennes. Donc, dans la stratégie, il faut évidemment ne pas négliger la capacité économique à permettre de faire des actions et avoir des contrats suffisamment bien dotés. Les objectifs, j'allais dire souvent sur lesquels on travaille le plus, et c'est les plus importants évidemment, et sur lesquels on n'a pas trop de difficultés à se mettre d'accord, c'est les objectifs évidemment de qualité d'eau sur les paramètres qui sont dégradés. Donc l'exercice, c'est souvent, hein, on se fixe dans le temps, on dit: «On en est où de la situation paramètre par paramètre? Qu'est-ce qu'on a fait dans le programme précédent et vers quoi on peut tendre?» Et puis également, partout où il y a des sages, de se référer aux objectifs environnementaux qui sont fixés dans les sages concernés. Voilà, donc on progresse petit à petit en abaissant les objectifs qualitatifs sur chacun des paramètres qui sont visés. Ici, il y en a 4 dans l'exemple que je vous donne pour notre ressource. Donc fixer ces objectifs-là, ça rend relativement consensuels les échanges au sein du comité de pilotage. Et puis après, le suivi de ces objectifs, c'est traduire évidemment ce qui se passe en réalité année après année. Et là, je prends juste l'exemple des nitrates, en disant, sur un cycle annuel, qu'est-ce qui se passe? Où sont les pics? Quelle est la moyenne? Et puis est-ce qu'on a respecté ou non l'objectif qu'on s'était fixé? Le pas de temps annuel, il paraît quand même le plus pertinent. Les comités de pilotage, les comités techniques, ils se réunissent à cette échelle annuelle. La gestion des demandes de subventions, de la mise en œuvre des actions, c'est aussi sur un pas de temps annuel. Donc, ça paraît essentiel de se retrouver au moins une fois par an pour partager le constat de la qualité d'eau de la ressource concernée.
une fois qu'on a fixé les objectifs sur la qualité d'eau, c'est de dire, voilà, on va s'y prendre comment et qu'est-ce qu'on a comme enjeu important à définir. Donc, l'enjeu numéro un, qui ressort à mon avis quasiment partout dans les ressources en eau superficielle, c'est le fait de pouvoir couvrir un maximum les sols et de limiter tout risque d'entraînement des pollutions, notamment par érosion, et de lutter contre l'entraînement bah, des pesticides ou de toute autre matière chimique qui pourrait être mise sur les sols, également de limiter l'entraînement des matières en suspension et donc du phosphore, de la matière organique. Donc c'était notre enjeu numéro un et je pense que ça va le rester pour de nombreuses années. Un deuxième enjeu, c'était d'atteindre l'équilibre de la fertilisation phosphorée au travers l'idée d'un projet collectif pour raisonner la fertilisation à l'échelle de l'ensemble du territoire plutôt que de l'analyser à l'échelon de chaque exploitation, en se disant que certains pouvaient être excédentaires et d'autres finalement encore déficitaires, et de pouvoir équilibrer à l'échelle d'un bassin une fertilisation qui serait à l'équilibre pour tout le monde et de pouvoir évacuer le phosphore excédentaire. Et puis le troisième enjeu important, ça a été de dire il faut absolument protéger de manière un peu plus soutenue ce qu'on appelle les zones sensibles, en incluant les périmètres de protection et puis les zones de transfert, c'est-à-dire sur une zone superficielle, toutes les bordures de cours d'eau. Et on s'est attaché dans un premier temps à travailler surtout sur les ruisseaux principaux, puisque la densité du chevelu est très, très, très importante et qu'on est obligé d'y aller hiérarchiquement par ordre. Donc dans la définition ensuite du catalogue des actions mises en œuvre, voilà, ça se répartit par de nombreux domaines, la protection des zones sensibles, la couverture, les différents projets territoriaux et puis de nombreuses mesures d'accompagnement qui sont directement corrélées à l'organisation des contrats territoriaux avec l'agence de l'eau, avec tous les outils que l'agence met à disposition pour pouvoir financer. Donc ça en fait presque un catalogue à part entière. Donc on a des objectifs de qualité d'eau, on a des enjeux qui sont partagés, une stratégie, mais il faut ensuite évidemment essayer de définir des objectifs qui soient chiffrés pour qualifier l'ambition d'une action et puis d'un programme. C'est ce que nous demande l'agence et qui est évidemment nécessaire pour pouvoir évaluer si ce qu'on met en œuvre, finalement, ça sert à quelque chose et est-ce que ça a du sens? Et qu'il faut un certain nombre d'indicateurs. Alors là, il y a plein de mots différents, hein, dans la littérature. Alors des indicateurs de suivi, des indicateurs de moyens, des indicateurs d'état, de pression. Bon, chacun, moi j'ai pas forcément, j'utilise peut-être pas forcément les bons mots, mais en tout cas, on a des indicateurs qui montrent un processus et un suivi des actions, et puis des indicateurs qui montrent plutôt un résultat sur l'atteinte des objectifs de la performance environnementale. Alors, j'ai pris juste, je sais plus, 2 ou 3 exemples pour illustrer ce qu'on a fait et que vous devez probablement tous faire à l'échelle de vos bassins. Sur l'action, par exemple, de la couverture du sol, on a la couverture du sol par les prairies, mais également on travaille assez ardument sur la notion des intercultures et le développement des cultures associées, avec des groupes d'agriculteurs qui travaillent sur les intercultures, des intercultures courtes, longues, et puis surtout sur les intercultures fourragères. Donc on s'est fixé des objectifs chiffrés sur un pourcentage de cultures qui seraient implantées en culture associée, en souhaitant le suivre et en considérant que le nombre de journées techniques organisées, qui sont des indicateurs de suivi, ou le nombre de participants à ces journées, c'est intéressant, mais ça suffit évidemment pas à se dire finalement, est-ce que quand j'ai 10 personnes qui viennent à ces journées-là, est-ce que oui ou non, ça permet d'augmenter le nombre d'agriculteurs qui conduisent des métayes ou qui font des intercultures longues.
Donc, finalement, là où on trouve le plus de données, et c'est ce que je dirais en conclusion, c'est que les données consolidées, annuelles et bien enregistrées, c'est essentiellement sur les déclarations PAC qu'on les trouve et qui nous permettent d'avoir une donnée qui est exhaustive sur l'ensemble de la surface agricole d'un bassin. Alors évidemment, entre un petit bassin de quelques hectares et des bassins qui font des milliers, voire des dizaines de milliers d'hectares, on peut avoir des stratégies bien différentes par rapport aux indicateurs, mais on va se considérer dans une situation moyenne, c'est-à-dire des bassins qui font quand même plusieurs milliers d'hectares. La donnée recueillie auprès des déclarations PAC, c'est une donnée consolidée annuelle qui nous permet de mesurer par rapport aux déclarations des agriculteurs, ce qui peut être qualifié en prairie, en culture. Et donc nous, on suit les codes culture qui nous permettent de regarder si les surfaces de mélange, en mélange de cultures fourragères ou légumineuses et fourrages, sont plutôt en augmentation, et de les analyser année après année, parce qu'effectivement, sur une année donnée, on a le climat, on a tout un tas d'autres paramètres qui peuvent venir influer, mais en se disant qu'en l'analysant sur une série de 3 ans, puis même de 6 ans à l'échelle d'un contrat, ça nous permettra peut-être de tirer quand même un élément en disant: «Est-ce que les intercultures, sont plutôt en augmentation ou pas?» Donc voilà pour l'illustration d'un indicateur sur la partie, interculture. Un autre, indicateur en lien donc avec l'objectif de couverture des sols, on souhaite, continuer à couvrir la surface du bassin avec, des surfaces en prairies et des prairies de longue durée, puisque c'est ça qui est notre meilleur allié pour la préservation des eaux, surtout en eau superficielle. On a un objectif qui est de maintenir 65 de la surface en prairie. Évidemment, il faut le suivre et vérifier que, où on en est année après année. Donc on a un certain nombre différentes actions qui suivent la gestion des prairies. On organise des journées techniques sur le suivi de pâturage, sur l'entretien des prairies, sur les matériels utilisés pour le semis. Mais l'indicateur de résultat, c'est combien a-t-on de surface en prairie chaque année, et d'analyser les prairies permanentes et les prairies temporaires et de le suivre sur une longue chronologie pour essayer d'en tirer une analyse critique et puis se projeter dans le temps. Donc là, je remets la série chronologique depuis 2007. C'est un indicateur important d'analyser globalement l'assolement du bassin et qui serait la réduction progressive des prairies. Pour l'instant, sur cet exemple, ce n'est pas le cas sur ce bassin, mais on sait que c'est très fragile et que ça nous donnerait un signal d'alerte si on voit le pourcentage de prairies diminuer. Autre indicateur, et on en a parlé pendant la présentation juste avant, sur la partie pesticides. La difficulté avec les pesticides, c'est que ils sont très nombreux. Il y a les herbicides, les fongicides, et recueillir une donnée exhaustive annuellement, hormis quand on est sur des tout petits bassins avec quelques exploitants qu'on pourrait revenir voir chaque année, la notion de enquête chez les agriculteurs, elle n'est pas si simple pour être sûr d'avoir des données représentatives. Et l'analyse qu'on se fait, c'est de se dire que finalement, il y a beaucoup de producteurs de données qui consolident des données chiffrées, et qu'à l'échelle des bassins, et nous, producteurs d'eau, on peut peut-être aller chercher des indicateurs que nous ne produisons pas, mais que nous pouvons utiliser pour analyser le signal sur nos bassins versants. Il y a eu par exemple cette année, et peut-être que ça sera reproduit, j'espère, sur un pas-temps intéressant, l'indice de fréquence de traitement analysé à l'échelle de chaque commune en France. Donc là, je vous donne la carte globale de la France, et puis on s'est situé en Deux-Sèvres en voyant l'IFT communal. C'est pas un indicateur qu'on a
enfin, c'est pas des données qu'on a collectées, mais finalement, il y a d'autres organismes qui les collectent pour nous et on peut s'en servir pour analyser la situation à l'échelle d'une commune, 2 communes ou à l'échelle d'un bassin d'alimentation de captage et c'est plutôt intéressant. Autre exemple sur la partie pesticides, la source de la BNV des distributeurs, la Banque nationale des ventes des produits pesticides, c'est une donnée qui est construite à l'échelle nationale, qui est disponible et sur laquelle on peut analyser produit par produit, catégorie par catégorie. Donc là, je vous ai donné juste l'analyse sur ce bassin et les collègues, moi, des autres captages en Deux-Sèvres, on fait tous la même chose, d'analyser les produits qu'on retrouve dans l'eau, de les mettre en comparaison avec la quantité de produits vendus et de voir si dans le temps, telle ou telle matière active est en augmentation de vente, en diminution, et de se donner la perspective de se dire est-ce que voilà, est-ce qu'on va avoir pour longtemps encore tel risque de détecter tel ou tel produit et c'est un indicateur intéressant. Je me répète, hein, qu'on n'est pas en capacité, nous, à l'échelle d'un syndicat, d'aller chercher, puisqu'on ne va pas interroger des dizaines et des dizaines d'agriculteurs tous les ans, mais en allant chercher cette donnée qui existe déjà, ça donne un bon indicateur de pression sur l'utilisation des intrants. Donc, en conclusion, ce qui me semble que c'est ma dernière diapo, il me semble que donc les indicateurs d'état, ils permettent d'analyser l'évolution d'un processus à l'échelle d'une aire géographique qui est pertinente et donc c'est essentiel d'avoir ce type d'indicateur et qu'on peut pas du tout se satisfaire évidemment d'indicateurs de moyens et que ces indicateurs, ils ne sont pas ou peu produits par nous, syndicats d'eau potable, parce qu'on n'en a pas les moyens ou si on voulait aller chercher une information fiable tous les ans et exhaustive, on pourrait dédier un temps très, 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 très important à la collecte au détriment de l'action. Et donc, l'idée, c'est plutôt d'aller chercher l'information là où elle est déjà émise. Et donc, la nécessité de conventionner ou de collaborer avec l'ensemble de producteurs de données sur des indicateurs environnementaux qui peuvent toucher l'eau ou peut-être des indicateurs environnementaux un peu plus globaux et qu'il faut évidemment continuer à pouvoir accéder à ces données et c'est pas toujours facile. Il y a de très nombreuses données qui sont produites par le ministère de l'Agriculture et qui sont essentielles pour l'analyse de la compréhension des activités agricoles des bassins et que c'est un sujet qui n'est pas du tout nouveau, mais sur lequel il ne faut pas lâcher. Il faut continuer à trouver des portes d'entrée pour accéder à ces données et permettre aux syndicats d'eau et aux animateurs de contrats territoriaux de pouvoir analyser des informations fiabilisées et de rendre compte au comité de pilotage des données qui sont un petit peu objectifs et qui ne sont pas complètement partielles en allant chercher 2-3 informations chez quelques agriculteurs qu'on a sous la main. Voilà, il me semble que j'en ai terminé. Merci Claire, merci pour cette présentation très, très claire et en tout cas qui répond pleinement à la commande, qui était d'illustrer mes propos précédents. Nous, on le voit, il y a beaucoup de questions qui ont été posées sur la mise en œuvre et on va essayer de toutes les balayer. Je pense que ça illustre aussi le fait que beaucoup de territoires ne sont pas encore à ce niveau-là. C'est pas pour dire effectivement, c'est flatter aussi la démarche, mais c'est vrai que là, on est sur quelque chose qui est plutôt exemplaire en termes d'enjeux, d'indicateurs, et c'est assez complet par rapport à ce qu'on pourrait imaginer d'une stratégie. Je pense qu'il y a beaucoup de territoires qui tâtonnent, qui ont encore du mal effectivement à travailler sur l'intégralité de cette approche. Peut-être qu'on a du mal aussi à trouver des outils et ça fait partie des questions qu'il va y avoir pour aider effectivement cette mise en œuvre. Mais en tout cas, merci voilà, pour cette présentation très claire. Moi, je retiens quelques points et puis j'ai aussi des questions que je poserai tout de suite et puis après on balayera l'ensemble des questions. Alors n'hésitez pas, vous participants, à continuer à formuler vos questions. Hein, on va prendre le temps d'y répondre. Moi, je note bien qu'on voit il y a eu une évolution sur le temps du contrat, qu'il y a eu un élargissement des parties prenantes, hein, qui est effectivement un enjeu fort aussi pour intégrer de plus de personnes dans les contrats, qui est un très bon partage des enjeux des actions.
Alors, effectivement, est-ce que la gouvernance est assez à l'écoute de ces questions-là et du coup, ça permet un bon partage des enjeux. Je note la combinaison combinaison articulation complémentarité des actions mises en œuvre, hein, à la fois sur le changement de pratique, les actions les plus prioritaires par rapport aux problématiques, mais aussi l'aménagement des bassins versants. Sur sur les indicateurs et les objectifs, de bien une progressivité qu'on a sur les 3 ans du contrat, donc ils montrent bien l'effort à conduire sur l'intégralité de la durée de la stratégie. Euh, alors ça illustre effectivement mes propos tout à l'heure, mais sur la difficulté de la donnée à collecter. Donc là, il y a bien un choix d'aller vers les données à disposition, les données de la PAC. Et effectivement, ce qui peut-être facilite la mise en place et le suivi des indicateurs, et en tout cas pas s'engager sur des indicateurs pour lesquels c'est impossible ou compliqué de les suivre. Et je note aussi une très bonne exploitation de la donnée disponible. On l'a vu là, par l'exploitation de la BNVD telle que vous le faites, aller chercher les pourcentages de molécules, notamment le métolachlore qui pose souci. Effectivement, il y a un savoir-faire effectivement à mettre en œuvre parce que partout, on n'était pas sur des exploitations aussi fines de la donnée disponible. C'est le constat que je fais, mais vous pourrez compléter. Je voulais, moi, poser une question parce qu'effectivement, sur le nouveau contrat, on a bien 3 enjeux clairs, pertinents qui sont fixés. Je voulais que vous puissiez nous rappeler le cheminement pour arriver à ces 3 enjeux-là sur la durée du contrat. Est-ce que c'est des choses qui étaient évidentes? Est-ce que c'est venu des acteurs? Est-ce que c'est venu, vous, des animateurs? Voilà, comment on est arrivé à aboutir à ces 3 enjeux et à partager aussi, du coup, les objectifs, faire partager aux élus les objectifs fixés? Alors, je veux juste répondre. On me demande, je vois pas effectivement les questions. On me demande si je vois bien les questions et peut-être j'ai raté quelque chose, mais effectivement, non, je les vois pas. Mais je vais peut-être plutôt répondre à ce que vous me demandez, Thomas, pour Oui, puis les voilà. questions, du coup, je vais les formuler, je les formulerai, je les ai sous les yeux. Voilà. Donc, la définition des enjeux, très honnêtement, l'introduction, d'abord, c'est de dire que le temps est plutôt notre allié, que 3 contrats, c'est long et que ça fait de nombreuses années que nous nous posons beaucoup de questions et que les partenaires agricoles et les organisations professionnelles qui signent les contrats, ils sont là aussi depuis longtemps et que c'est la progressivité des actions et des partenaires autour de la table qui font qu'on chemine ensemble, parfois un peu dans la douleur, hein, mais que c'est le temps qui fait que l'ensemble des données disponibles, l'ensemble des, des études qu'on a pu conduire et de l'analyse de toutes les données agricoles qui permettent de dire au 3e contrat, voilà, les enjeux, ce sont ceux-là et ils sont partagés et ils ne sont pas remis en cause parce qu'il y a suffisamment de données et suffisamment de partage sur la vision claire de ce qui se passe sur le bassin et le suivi d'un certain nombre d'exploitations qu'on suit depuis 15 ans. 15 ans, ça commence à faire long et ça permet d'avoir suffisamment de données pour se dire que voilà, la couverture du sol et la compréhension de la façon dont fonctionne la circulation de l'eau sur le bassin, c'est la clé, c'est la porte d'entrée prioritaire et que l'analyse sur notre problématique du phosphore, je ne suis pas rentrée dans la déclinaison totale et ce n'était pas l'exercice, sinon on en a pour la journée, de se dire que le phosphore, on le relie à notre problématique d'eutrophisation, de développement des algues et qu'on avait conduit tout un tas d'autres cheminements avant qui permet de dire sur le phosphore, voilà ce qu'il faudrait atteindre et voilà l'intérêt de travailler à l'échelle, si possible, du bassin et pas exploitation par exploitation, même si aujourd'hui, on n'a pas réussi l'exercice encore de cette notion de projet collectif autour du phosphore organique sur le bassin. C'est très compliqué, mais on avait suffisamment d'éléments pour voir que certaines exploitations sont excédentaires, d'autres sont déficitaires, et décortiquer
la compréhension des modèles agricoles pour bien cibler où est notre levier d'action. Et pour l'enjeu des zones sensibles, là aussi, ce rapprochement entre contrat milieu aquatique, contrat territorial pollution diffuse, la connaissance des structures qui portent les contrats et le vécu commun a permis de dire c'est le bon moment, on a besoin aussi d'agir sur les aménagements du bassin et tout ça, ça va concourir à la protection de la ressource en eau. Donc, c'est quand même le temps et la connaissance partagée qui permet, je pense, d'arriver à ça. Très bien. Du coup, merci de nous faire part de vos 15 ans d'expérience. Je pense qu'ils qui vont servir à tous. Je propose de balayer les différentes questions. Alors, il y a des questions de différents niveaux. Je vais les prendre dans le sens dans lequel elles ont été posées. Donc, on va regarder déjà les questions concernant votre intervention. Combien de diagnostics risque pollution parcellaire ont été réalisés? Quelles en ont été les conclusions et quelle méthodologie avez-vous appliquée? Alors, et là, on revient sur, donc c'était, sur la période du premier programme, les diagnostics d'exploitation avec le classement des risques, on utilisait les classements CIRIS, avec des codifications couleurs, ça a beaucoup été fait en Bretagne, il me semble, ça aussi sur le classement des risques parcellaires avec les notions de pente, de distance au réseau, de drainage, etc. Donc, il y a 150 exploitations sur le bassin. On avait fait une quarantaine de diagnostics d'exploitation avec des données parcellaires. Et ça donnait une information riche. Mais pour autant, ayant ces notions de classement de parcelles, le cheminement était de dire ça ne suffit pas de ne travailler qu'à l'échelle des parcelles qui seraient que les parcelles à risque et de ne pas tenir compte du reste des exploitations parce que les agriculteurs, ils travaillent une notion de système et de rotation et qu'en se focalisant risque, ça ne suffirait pas ça serait pas suffisant pour gagner la préservation longue durée d'un captage, quoi. Et que le classement des parcelles et les parcelles les plus à risque, ça ne représentait que les parcelles en rouge, ça représentait 15% de la SAU et on ne gagne pas la bataille avec seulement un travail sur 15% de la SAU, quoi. Très bien, merci. Une autre question concernant quelle durabilité dans l'action d'exportation du phosphore des zones saturées vers des zones non saturées? Et oui, alors, on n'a pas réussi pour l'instant. Ça faisait partie des enjeux et des projets un peu phares du contrat. La pérennité, caler quelque chose de collectif, c'était pour espérer gagner la pérennité et de ne pas asseoir les notions d'exportation uniquement sur les échanges que peuvent avoir certaines exploitations par leur plan d'épandage avec une petite partie exportée chez tel ou tel autre agriculteur et que ça n'a pas forcément de durée de longue vie et espérer faire un travail collectif avec un traitement, penser peut-être à la voie de la méthanisation pour avoir une partie solide et pouvoir exporter vers des zones de plaine un digestat solide qui contient plus de phosphore et qui pourrait être utilisé par une zone voisine. On n'a pas réussi, mais pour autant, ça nous semblait être un gage de pérennité d'avoir investi collectivement et d'avoir une entrée à plusieurs exploitations plutôt que de demander à chaque agriculteur de solutionner sa problématique d'équilibre de la fertilisation juste à son niveau, parce que certains ont du mal à trouver des plans d'épandage qui permettent d'être exactement à l'équilibre du phosphore. Et donc là, je sors complètement de la notion directimitrate, hein, vraiment sur la partie équilibre du phosphore qui est complètement différente. Merci. Plusieurs questions qui interrogent sur la manière d'exploiter les données de la PAC
Déjà, comment elles sont récupérées et est-ce que c'est des déclarations, est-ce que c'est des agriculteurs et comment derrière elles sont utilisées? Alors, on a la chance en Nouvelle-Aquitaine d'avoir un réseau, structuré et d'avoir, des partenariats entre, les services statistiques, de la DRAF, pour récupérer des données à l'échelle de tout le bassin qui sont anonymisées, mais qui nous permettent d'avoir, 1 fois par an, le retour de l'ensemble des données PAC, des agriculteurs du bassin. Ça a été pendant longtemps des échanges avec la DDT, et puis c'est passé au niveau régional parce que c'est les services statistiques des régions, des DRAF qui gèrent ça. Mais voilà, nous, l'organisation, elle est régionale et chaque syndicat d'eau est destinataire des données RPG annuellement. Très bien. Donc effectivement, peut-être aussi à nous, au niveau agence, de voir comment ça peut se structurer sur notre région parce que ça n'existe pas partout. Et oui, et c'est précieux. Oui, 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 on le voit dans les résultats que vous présentez. Euh, alors, il y a une question sur les données de la BNVD. Je pense qu'effectivement, la façon dont vous exploitez la donnée soulève beaucoup de questions. Sur la BNVD, comment elles sont interprétées à l'échelle du bassin versant, la donnée qu'on trouve par commune ou département? Est-ce que vous faites une approximation avec les communes du bassin versant? Oui, oui, là, on peut pas, enfin, nous, on sait pas faire mieux que ça. Effectivement, l'entrée, elle est par commune et les bassins, ils sont rarement découpés à l'échelle communale. Donc, on prend les communes incluses, ou inclus majoritairement et on laisse, des communes qui auraient que 10 de la surface à l'intérieur du bassin et on analyse la donnée à l'échelle communale et on sait pas faire mieux que ça. C'est déjà pas mal. Donc il y a toujours un biais, hein, c'est pas une valeur absolue, mais ce qui est important, c'est aussi de voir les tendances et de se dire année après année, c'est quoi le signal. Mais effectivement, la donnée, elle est communale et nous, on extrait les communes qui ont que des faibles pourcentages de surface dans notre zone. Et on travaille aussi ça, on a aussi cet accès aux données grâce à notre réseau régional. Voilà. Ok. Alors, pour les réseaux régionaux, vous n'avez pas ou pas parlé ou peu parlé peut-être de ressources. Est-ce que ressources, c'est du Nouvelle-Aquitaine apporte un appui aussi sur cette partie données ou méthodo? Oui, enfin, en tout cas, l'accès et le partenariat et les échanges avec la DRAF ou avec les producteurs de données, oui, c'est concrètement exactement ce à quoi la force du réseau et l'organisation régionale nous sert. Après, l'analyse et l'interprétation sur chaque bassin, c'est propre, enfin, c'est au syndicat d'eau de faire cet exercice, mais l'accès aux données, et les relations avec les organisations régionales et le ministère et la DRAF, oui, c'est évidemment avec les cellules régionales que ça s'orchestre. Très bien. Euh, Peut-être une question alors pour conclure les échanges là, sur ce cas spécifique du Cébron. Alors, une question qui ouvre un petit peu, c'est ce serait intéressant de connaître les actions qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Donc, peut-être un retour voilà, des retours d'expérience sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors je vais faire, très synthétique, hein, parce que l'objet, c'est pas de décortiquer tout l'ensemble des actions et que c'est très propre aussi à chaque territoire, à mon sens et vraiment, je répète, c'est pas, l'apport là, il est qu'une contribution et c'est pas à dupliquer et c'est, à mon avis, très qui est vrai peut-être ici ne le sera pas ailleurs et il faut pas, copier-coller, des choses qui pourraient fonctionner à un endroit. Hem, on a plutôt quelques difficultés avec les organisations de démarches plus collectives. La porte d'entrée, elle est assez individuelle, qu'on on a
des facilités plutôt pour aller contractualiser des mesures agri-environnementales et même faire des travaux dans les exploitations agricoles, par exemple sur les aménagements de bordures de cours d'eau, sur les aménagements parcellaires. Donc les MAE, ça marche très bien. On expérimente là les PSE, on fait des travaux en bordure de cours d'eau, mais l'émanation d'organisations collectives et de synergie d'agriculteurs pour construire des choses ensemble, ils ont plus de mal. On a quelques groupes éco-phyto qui marchent bien, sur lesquels on travaille beaucoup les notions d'interculture, mais globalement, les animations de groupe, on n'est pas très fort. Voilà. Du coup, la question, alors, j'entends bien effectivement la particularité du territoire et que c'est pas reproductible, mais elle visait en particulier la question sur les prairies. Est-ce que du coup, par rapport à un territoire plutôt d'élevage, il y a un retour spécifique aussi là sur ce qui a marché et pas marché dans l'objectif notamment avec une évolution de prairies qui diminue. Qu'est-ce qui fait que effectivement on a cette évolution? Bah là, c'est pareil, souvent, il faut repartir du contexte un peu lointain, hein. Les sols sont plutôt de qualité très moyenne. L'élevage est installé depuis des décennies. C'est de l'élevage plutôt viande, plutôt naisseur. Ils ont été accompagnés malgré tout, et c'est ça qui fait aujourd'hui qu'on en est encore là par des dispositifs d'aide du second pilier avec des différentes opérations locales qui ont porté plein de noms différents, les CTE, les CAD, tout ça, les MAE. Et donc, on continue à soutenir ce modèle avec beaucoup de prairies et des systèmes avec des chargements plutôt moyens, aux alentours de 1,2 ou 1,5 UGB hectare, parce qu'ils sont aussi accompagnés financièrement pour encore tenir ça. Mais l'avenir n'est pas très, très rose et qu'il y a, comme partout, beaucoup d'agriculteurs qui cessent leur activité et qui n'ont pas toujours des repreneurs. Donc, c'est extrêmement fragile, mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'effondrement dans la décennie de cette perte de prairies. On la maintient, voire on a même un tout petit peu augmenté en 2020, parce qu'il y a un accompagnement extrêmement fort sur les dispositifs contractuels, hein, et que c'est vraiment des euros qui sont proposés aux agriculteurs, quoi. Très bien. Eh bien, merci. Ah, pardon, une question, ah oui, une question qui rebondit sur l'intervention juste précédente. Euh, alors, pareil, question pas facile, piège pour la dernière. Pourquoi le collectif ne fonctionne pas selon vous? Heu, Pourquoi le collectif? Eh bien oui, c'est c'est presque, un peu des caractéristiques sociales, de la typologie des éleveurs et de la manière de travailler. Il y avait pas dans Alors, c'est peut-être un peu mon interprétation et je suis pas sûre qu'elle vaille, en plus je suis enregistrée, il faut que je fasse attention à ce que je dise, mais il y avait pas de groupe technique. Heu, les éleveurs de viande globalement, ils sont pas toujours très fédérés, et donc il y avait pas de groupe technique fort à l'intérieur du bassin sur des groupes ovins ou des groupes bovins viande, ce qui était parfois plus le cas dans les productions laitières. Et il y avait pas trop une culture hem, il y a la culture des CUMA et il y avait la culture de l'entraide, mais il y avait pas forcément de culture de travailler en commun sur l'évolution des pratiques, si ce n'est quand même avec quelques groupes qui fonctionnent là sur la partie éco-phyto, où on revoit la manière de penser son système et notamment la couverture du sol et notamment les intercultures, grâce à 2 groupes qui fonctionnent, et avec quelques jeunes qui entraînent les plus âgés. Mais je dirais que c'est un peu lié à la sociologie et à la typologie des agriculteurs. Très bien. Donc, oui, c'est bien caractéristique du territoire qui font aussi des réussites ou pas. En tout cas, merci infiniment, Claire, pour ce témoignage, alors, qui effectivement qu'un témoignage, mais qui montre quand même une expérience assez pertinente, riche de son expérience de 15 ans. Merci, Claire.
Voilà, au revoir. Je vais terminer pour répondre à quelques questions qui ont été posées sur les PSE qui a du coup interpellé. Peut-être que c'est des dispositifs qui sont moins connus. Alors, le dispositif PSE, là, on était bien sur un dispositif expérimental dans le cadre d'un cadre national avec un financement intégral des agences de l'agence de l'eau. Donc, on est sur ce qu'on appelle des PSE publics. Il peut y avoir ce type de dispositif mis en place par des privés avec des financements privés, mais là, on est sur un dispositif où on était uniquement sur des financements publics. Donc, c'est un dispositif qui n'était pas dans le cadre des de minimis, hein, bien sur un régime notifié par l'État, donc avec un cadre que je ne détaillerai pas ici, mais très, très strict, pour lequel, effectivement, l'Agence de l'eau avait lancé des appels à initiative en 2000, donc pour les premières validations 2021, et l'année suivante pour des validations 2022 pour les territoires BALG verts, projet qui n'a pas forcément vocation à être renouvelé, notamment en vue des difficultés de mise en œuvre rencontrées là, avec la complémentarité, en tout cas peut-être pas l'identique, pas avec une telle diversité des indicateurs, avec la difficulté de complémentarité, de cohérence avec les nouvelles BCAE qui sont lancées. En tout cas, il y a bien eu des appels à l'initiative, une sélection de territoires d'une trentaine, et donc pour le moment, il n'est pas envisagé de reproduire, mais voilà, à voir sur 2023 comment l'année sera faite et quels choix les administrateurs de l'agence feront. Je le répète bien, c'est bien un dispositif expérimental qui devait notamment normalement alimenter un peu la réflexion sur les MEEC, mais la construction des MEEC s'est faite aussi indépendamment. C'est elle lancée pour la PSN. Donc le PSN, en tout cas les MEEC restent l'outil principal de contractualisation surfacique du nouveau dispositif euh, PAC. Donc à voir si les PSE auront un avenir sur de nouvelles contractualisations en 2023, c'est quelque chose pour lequel on ne peut pas forcément se prononcer. Nous pensons du coup avoir répondu à l'ensemble des questions posées. Nous vous remercions du coup pour ces échanges assez riches, hein, notamment sur l'intervention de Flavio, très intéressante. Et donc, du coup, sur la dernière question, je- on propose d'arrêter les échanges, de vous donner rendez-vous au 1er décembre pour l'intervention sur le foncier. Alors que je dise pas que je dise pas de bêtises sur les dates, le 1er décembre sur l'intervention sur les fonciers et le 13 décembre sur la partie gestion quantitative, lors de laquelle vous aurez le plaisir de me retrouver. Voilà. En tout cas, merci à tous. Vous avez été près d'une centaine à suivre les échanges et je vous dis à très bientôt. Au revoir.